Datin. Je suis présent. Denis Ferrat. Jean-Marie Taguet. Muriel Rivet donne pouvoir à Madame Dumouchot. Guy Cassé. Il est arrivé. Hugues Bouillon me donne pouvoir. Yann Octavian Pomme donne pouvoir à M. Taguet. Annie Carrara. Claire Fauris. William Trahen. Annie Delsol. Mathieu Oliveira donne pouvoir à M. Datin. Liliane Villalba. Paul Colbert. Delphine Auriel donne pouvoir à M. Colbert. Stéphane Coty. Marie Matroussier donne pouvoir à Mme Perra. Jean-Michel Freyss. Francis Smuda. Olivier Villard. Dany Vidal. Thierry Le Gall. Ok. Clarisse Gaillet donne pouvoir à M. Villard. Et Brigitte Mambour-Buisson. Merci à tous. Écoutez, merci pour votre présence. Alors le rapport du syndicat, on l'a pas reçu. On le reporte à la prochaine conseil municipal. Donc on va partir sur le premier rapport qui concerne l'IDEX avec Marc Mendro, et puis on a Jérémy Neveu et notre ami David. Voilà. Voilà. Oui, comme tout concernant avant. Bon. Est-ce qu'il y a des observations avant qu'on valide le dernier conseil, le concernant du dernier conseil municipal? Oui. Allez. Rien de grave, un copier-coller malheureux. Allez. Et une non-relecture, sans doute. PV, c'était quelle date, s'il vous plaît? 25 minutes. Alors, délibération 040, versement d'avance de subvention du budget municipal du CRS. Ça se termine par approuve le budget en 2025. Mais non, c'est pas approuvé dans tous les cas. Non, c'est le conseil municipal autorise le versement d'une avance de 50 000 €. C'est pas le budget primitif 2025. D'autres observations? Écoutez, à part ça, on va adopter l'unanimité, merci. Donc, avec tes collègues d'IDEX, c'est relativement technique. Hein. Donc, c'est un début du conseil municipal, on va être actif, et qui est représenté à 20h ou 21h, c'est pas la même chose. Voilà, le tu as fait. Donc c'est parti, bonsoir à tous. Donc, Marc Minot, donc, je suis assistant de la collectivité depuis à peu près 10 ans sur le suivi de la concession de service public. Et là, on a les personnes d'IDEX qui exploitent le service public. J'ai retrouvé, voilà. Sur le service public, je vais vous rappeler un peu son origine. En effet, quand on était en 2005, 2007, en 2005, il y a eu les études. 2007, c'est le réseau de base qui a été construit à partir des chaufferies du lycée Caramino et puis la chaufferie Tralbo. Donc là, vous avez le tracé d'origine en orange. Donc, il y a les deux grosses chaufferies bois qui alimentaient tout ça. Donc, il y a une chaufferie fine aussi à Caramino et puis un appoint gaz au niveau de Tralbo. Ensuite, on a eu des extensions. Une partie en 2010 où on va vers le centre aquatique et divers bâtiments vers le centre-ville. Ensuite, 2012-2013, on va vers le centre-ville, cette fois l'EHPAD et quelques bâtiments divers et variés de la commune et autres. Ensuite, on a une grosse chose qui se passe, c'est que la chaufferie Caramino est arrêtée parce qu'en fait la chaufferie bois commençait à vieillir et on n'était plus aux normes au niveau des réglementations sur les filtrations des fumées. Et on a un raccordement à l'usine d'incinération Rosier des Godons, où on récupère la chaleur fatale. Donc la chaleur fatale, je vous rappelle, c'est en gros de la chaleur qui était non utilisée. En gros, les fours, ils émettent de la chaleur. Au lieu d'être évacuée pour simplifier, au lieu d'être évacuée vers les nuages, on la récupère, on la réinjecte dans le réseau des Godons. Et comme ça permet de chauffer en complément du bois, enfin plutôt en base, et le bois vient en plus de la chaleur fatale récupérée sur l'usine d'incinération. 2023-2024, il y a eu la petite extension vers la cité Guino et le foyer des jeunes travailleurs, mais aussi le centre technique municipal. Donc là, elle doit être finie maintenant aujourd'hui. Donc voilà, au final, je vous passe les grands détails, mais on est autour de 16-18 GWh d'énergie livrée par an. Si on met en équivalent maison raccordée, ça représente à peu près 1500 foyers. Oui, si on divise par 10 MWh par logement, c'est à peu près 1500 logements raccordés.
équivalent de 1500 logements raccordés au réseau de chaleur. Au final, il y a 32 sous-stations desservies, dont les lycées, le ATP, l'EHPAD, quelques industriels, dont Charal, qui est le gros consommateur du réseau. Et c'est un réseau qui fait aujourd'hui 7,5 km. Les extensions, c'est pas fini parce qu'il y en a une en cours. Enfin, les travaux n'ont pas encore commencé, mais ça ne devrait pas tarder. On a vers l'AFPA et la cité Ravinaille, donc ça on en parle depuis longtemps, sauf que personne n'était venu, en tout cas pas l'AFPA, et l'AFPA n'était pas venu à l'époque, sauf que depuis les prix du gaz sont explosés, donc ça a permis de simplifier un peu les choses, et du coup cette extension a fait l'objet d'un avenant au contrat de concession, et sera bientôt réalisée. Là les travaux vont commencer. Ça a commencé, j'étais plus sûr. Donc voilà, ça va encore augmenter l'énergie livrée par le réseau de 4 GWh et raccorder 12 nouvelles sous-stations. Donc ça va rajouter 3 km de réseau, donc on passera à peu près à 10 km de réseau sur les deux. Au niveau du bilan technique, en gros le réseau, on va aller assez vite. Tous les ans c'est pareil, on a la même structure des bâtiments, mais il faut se rendre compte que 70% des consommations du réseau, c'est 5 gros utilisateurs, c'est Charal, le ATP, le lycée Carmino, l'EHPAD et la lycée. En gros, avec ces 5-là, on a les 3 quarts des consommations du réseau. Donc c'est des clients essentiels pour le réseau de chaleur. C'est intéressant de regarder ce qui s'est passé année après année au niveau de l'énergie livrée par le réseau. Donc on voit qu'on est entre 15 000 et 17 000 MWh par an. On voit surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi en parallèle en gris les DGU, donc c'est les degrés bonifiés, en gros c'est la rigueur climatique. On voit qu'entre 22-23 et 23-24, c'est-à-dire l'exercice qu'on analyse cette année, en 23-24, on voit que ça a chuté un peu, il y a un peu moins de rigueur climatique, donc il a fait moins froid, et pourtant on voit que l'énergie livrée a augmenté. Donc ça c'est notamment grâce à le raccordement de la cité Guinaud et de la petite extension. On voit que ça a augmenté un peu l'énergie livrée, même si la rigueur climatique a baissé. Donc voilà, ça c'est plutôt positif. Le bilan énergétique, je vous passe beaucoup de chiffres, on va revenir un peu dans le détail, mais juste pour se rappeler, en gros, à Tralgo, on a la chaufferie bois, on a du gaz naturel, tout ça fait une énergie, on produit une énergie sortie chaufferie, on a l'UVE, on récupère de la chaleur au niveau de l'UVE, et derrière on a de l'énergie livrée aux sous-stations, c'est les 17 000 MWh qui vont dans chacune des sous-stations du réseau. Donc après, ça nous permet de déterminer le rendement réseau et les taux de couverture par les énergies qui alimentent le réseau. On va y revenir en détail. Sur la mixité énergétique, il y a eu un problème en 2023-2024, un problème entre guillemets qu'on avait vu venir, mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait des années exceptionnelles avec des taux de couverture par la chaleur fatale de l'usine d'incinération et le bois qui était supérieur à 95%. Là, on descend à 83% cette année, parce qu'en fait, on a la deuxième ou troisième tranche des serres de tomates qui prennent un peu plus sur la chaleur fatale de l'usine d'incinération, donc on en a moins à disposition du réseau de chaleur. À noter que quand même, ils remplissent leur contrat, c'est-à-dire qu'on nous doivent en gros une puissance minimale qu'ils ont fournie, mais malgré tout, ça baisse un peu la part sur l'année, parce qu'il y a un peu plus de concurrence, on peut en enlever un peu moins que les autres années, et la biomasse a un peu baissé également. Ça, c'est bon, on va en reparler, il y a eu peut-être quelques pannes, peut-être des rendements qui sont pas optimums également. Donc voilà, c'est ce qui explique un peu tout ça. Et par ailleurs, il y a eu aussi une augmentation de la demande sur le réseau, donc c'est pas négligeable. Le fait que la biomasse fonctionne un peu moins, soit un peu moins disponible, qu'il y ait moins d'UE récupéré et que l'énergie augmente, au final, ça fait qu'il y a un creux et c'est compensé par le gaz qu'on apprend. Voilà. Donc après, il y a des travaux. Il y a des sujets en cours de discussion et de travaux chez IDEX qui font qu'on espère bien remonter le taux de couverture dans les années suivantes. Au niveau du rendement réseau, ça c'est tous les ans, on est tout le temps entre 75 et 77, 79, 80% de rendement réseau. Donc on parle bien là cette année on est 175, donc on est un peu plus bas que les autres années. Ça, il y a des travaux, on en parle tous les ans parce qu'il faut se rendre compte qu'on perd en gros 25% de l'énergie produite sortie chaufferie, on la perd dans le réseau. Et ça, c'est un peu inhérent au réseau de chaleur, on n'a pas trop le choix. Là, il y a un vrai travail qui est fait par IDEX pour essayer de travailler sur le secondaire des sous-stations, des gros bâtiments, pour faire en sorte qu'elles appellent des moins grosses températures pour qu'on ait moins de pertes dans le réseau. Mais c'est pas facile parce qu'en fait, le service public s'arrête au bris d'aval des échangeurs. Donc, en gros, IDEX n'a pas le droit d'aller regarder, n'a pas le droit. C'est pas dans leur champ de compétence théoriquement d'aller voir ce qui se passe derrière. Ils le font parce que ça peut les arranger pour avoir moins de pertes, mais théoriquement, ils ne vont pas le faire. Après, c'est d'un commun accord, notamment chez Charal, pour qu'il y ait des baisses de température. Et sur la branche industrie, il y a des hauts niveaux de température il y a peut-être des solutions qui sont en train d'être trouvées pour abaisser tout ça et avoir un meilleur rendement réseau dans les années à venir. Voilà, ça c'est un gros sujet parce qu'au final, pour eux, en fait, c'est des pertes directes. Tout ce qui est pas en réseau, ça se traduit par des charges de combustible supérieures en amont, notamment quand il y a beaucoup de gaz à consommer.
et qui a un mauvais taux de couverture, vous allez voir que ça se traduit économiquement sur le résultat de la DSE. Le bilan financier, en gros, sur le coût moyen de la chaleur livrée aux usagers, ça c'est intéressant. Là, je vous ai mis la courbe un peu, la monotone de tous les réseaux de chaleur français répertoriés chez Avance. Je ne sais plus quel est leur échantillon, c'est 500 réseaux, parce qu'il y a 1000 réseaux de chaleur en France, mais leur échantillon doit être que sur 500-600 quand tout le monde ne répond pas à l'enquête. J'ai pu leur demander, mais bon, c'est assez costaud, il y a beaucoup de réseaux de chaleur. Et on voit que le est plutôt bien positionné en termes de prix, parce que ça, c'est les coûts moyens, surtout les réseaux de chaleur. On en a qui sont très chers. On voit que la moyenne est plutôt autour de 114 €, et on voit que le pont est à 102. Donc on est en dessous de la moyenne, donc on est pas mal, on est au début de courbe. Donc on est sur un réseau qui est plutôt bien optimisé au niveau des coûts. Au niveau des tarifs R1 et R2, pour rappel, le R1 en bleu c'est la chaleur au compteur et le R2 c'est l'abonnement. Là je pense qu'on a une inversion des couleurs parce que c'est le R1 qui a pu faire ça. On a eu des évolutions, donc le R1 est en rouge ici, c'est la chaleur au compteur et qui dépend donc, de l'usine d'incinération, la biomasse et le gaz en appoint. Et vu qu'on a eu des augmentations des prix du gaz et de l'électricité 22-23, on voit qu'on avait eu un petit pic sur le R1 qui s'est après stabilisé. On l'a revu un petit peu en 2023-24 et au final pour baisser. Donc au final, on se retrouve en 23-24 avec un R1 qui a baissé sur la facture des usagers. Par contre, le R2 lui a augmenté d'une manière un peu stable de 2% par an. Alors, c'est là où on a un gros différent avec toi. Ouais. Et avec le FIDEX, avec Jérémy, parce que on avait bloqué les factures. C'est comme de bonne foi, on est avec chez aujourd'hui. Le R2 c'était trop bas pour nous. C'est bien, on voulait équilibrer un peu le R1 et le R2 parce que à chaque conseil d'administration, je parle du collège, de la maison de retraite, où le R2 représentait 100 000 € et le R1 100 000 €. Donc c'est mal perçu. C'est vrai qu'on ramène après dans ce qui est mégawattheure. Et voilà, pour les 60-40 sur la consommation sur les plages. 40% de consommation et 60% du. Il y a moins de consommation qu'on paye, donc c'est moins. Alors si vous voulez, ça c'est inhérent aux charges d'un routier, on a toujours. Je vais laisser j'ai bien compris, mais bon, il arrive un moment, je pense que. Et bien justement, on en a parlé avec Charles il n'y a pas longtemps, et il y a une proposition d'IDEX qui. Enfin, il y a un travail qui va être mené là, dans les prochaines semaines, prochains mois, pour essayer de rééquilibrer, parce qu'en fait, historiquement, on a un déséquilibre, pour vous comme pour nous, sur cette partie-là, c'est-à-dire que nous, la tarification R1 ne nous permet pas aussi de vivre correctement. On a des charges de combustible qui sont trop élevées par rapport à ce qu'on nous vend, et paradoxalement, on a un R2 qui couvre largement nos charges. Et donc, on va mener ce travail avec Marc Magro et avec Charles Pierre, et pour rééquilibrer et aussi pour le rendre un peu plus lisible, c'est-à-dire que normalement, le R2, maintenant, on le décompose dans toutes les nouvelles délégations services publics en R2, 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 en gros, tout ce qui a trait à la force motrice, donc l'électricité dont on a besoin pour faire fonctionner les installations, et donc les charges force motrice, on les représente via le terme R2.1, le R2.2 c'est tout ce qui est conduite maintenance des installations, R2.3 tout ce qui est entretien d'environnement, et R2.4 le financement. Donc on va faire un travail tout redécomposé pour que ce soit de plus en plus transparent et mieux équilibré pour vous comme pour nous. Et donc ça, dans les prochaines semaines, avec l'objectif d'implanter la DSP avant la fin de l'année, c'est possible. d'accord. Ce que je voudrais. Et concrètement, ça se traduira en fait l'EHPAD des années où il consomme peu, il verra ses factures plus baisser, ça sera plus de. C'est vraiment l'abondance. Ça paraît logique par rapport à la consommation que la consommation qu'on paiera, c'est ça. Ça sera plus visible. Ça sera plus visible, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que le conseil d'administration, on se pose beaucoup de questions, quoi. D'avoir si, voilà, quoi. Et je sais, on en avait parlé. Je parle de l'EHPAD parce que je le connais un peu. Alors, j'ai fait le Je dois faire du. J'ai ramené au mégawattheure. Les gens de conseil d'administration, vous comprenez bien que le demande de l'EHPAD. Le seul Le chauffage pour les aînés, c'est 10 mois sur 12. Donc. Et oui, si on prend qu'on soit bon consommateur, je vous confirme. Je veux juste attirer votre attention sur un petit point de vigilance. Le R1 fluctue, les prix du R1 sont beaucoup plus sensibles aux évolutions du prix des énergies. Donc si on vient gonfler le R1 pour baisser le R2, ça veut dire qu'on va apporter de l'instabilité au tarif. C'est-à-dire que le R1, vu qu'il sera plus gros en proportion, si les indices varient de plus en plus, ça veut dire que proportionnellement votre facture peut varier plus. Alors que là, on a plus de stabilité sur le R2. Donc c'est le. Comme on a le R2 qui monte toujours, donc. Comme vous dites, j'ai mis une simulation.
Parce que quand j'ai ramené au prix du mégawattheure, la maison de retraite, ils sont pas trop mal, ils sont à 91 ou 92 euros le mégawattheure. Par rapport à l'électricité, nous on a un contrat d'électricité avec la fédération départementale, l'ELEC, là, on est quand même à 190 euros le mégawattheure. Voilà. Voilà, c'est vrai qu'on s'en sort bien, mais le problème c'est que on a du mal à le présenter aux gens, aux novices, hein, quand on parle effectivement, ce paramètre est important aussi. J'avais fait une petite simulation pour les bâtiments communaux par rapport à une situation, parce qu'en fait, on a les prix du gaz également. J'ai fait une simulation par rapport au prix du gaz si les bâtiments communaux étaient toujours au gaz. Et au final, on s'apercevait que grâce au réseau, on gagnait, la commune aurait fait 18 000 euros d'économie. Le fait d'être au réseau et pas être sur le réseau, je ne pas être au gaz. Alors, sachant que les années précédentes, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était sur des montants bien supérieurs. Parce qu'on avait des prix du gaz qui étaient. Il y avait un contrat, enfin, il y avait les prix du gaz qui avaient explosé. Donc là, au final, il y a un petit rattrapage qui se fait, donc on est un peu plus proche. Mais il y a quand même encore une économie, c'est quand même rassurant. Et on va en parler tout à l'heure, mais les perspectives sur les prix du gaz et sur la taxation du gaz font que, on en reparle les années prochaines, mais on va voir que le choix sera toujours bon économiquement. Et il y a d'autres choses qui font qu'on choisit un peu de vertu. C'est parce que nous l'avons reçu, c'est-à-dire les mêmes chiffres sur le diapos qu'on a reçu. Alors sur le détail, peut-être qu'il y a une différence, mais on le regardera si vous voulez. Mais, l'essentiel, le message, c'est vraiment que c'est un pouvoir pro. Voilà, c'est vrai. Et dans votre calcul précédent, sur le slide précédent, alors c'est avec un tarif, un tarif du gaz. c'est l'état du R2 aussi là. C'est la facture réseau. C'est la facture réseau R1+1. Donc on voit que finalement les bâtiments communs payent plus cher. On est à 112 euros au TTC le mégawattheure utile par rapport au coût moyen qui est de 102 euros. Parce qu'évidemment les gros bâtiments comme l'EHPAD ou le Charal payent un peu moins cher parce qu'ils ont une consommation bien supérieure, donc ça lisse un peu leur tarif. Sur l'équilibre économique de la DSP, c'est important et c'est un sujet intéressant. On voit qu'on avait des années jusqu'à ce que, en fait, quand IDEX devait encore rembourser en gros ses crédits, son crédit bail, jusqu'en 2020-2021, on avait des résultats qui étaient négatifs. Et une fois que le crédit a été remboursé, on passe à des résultats qui sont bien positifs. 2020-2023, avec un super taux de couverture et un peu une augmentation des rendements réels, on avait un super résultat de 700 000 euros. Là, on voit qu'on a divisé par 3, 23, 24. Ça s'explique directement par les charges de combustible qui ont augmenté, que ce soit le bois, c'est surtout le gaz qui est venu à la place du bois et du réseau. C'est ça qui fait que le résultat a baissé. Voilà. Donc là, c'est les enjeux clairement pour IDEX dans les prochaines années, c'est de faire en sorte d'avoir le meilleur taux de couverture possible et d'améliorer le rendement réseau pour avoir un résultat le plus positif possible. Sachant qu'il faut garder à l'esprit qu'on a des choses qui vont bouger dans les produits, parce qu'on va avoir l'extension vers l'AFPA et l'Arbinel, mais on va aussi avoir des nouvelles charges et notamment des nouveaux investissements liés à cette extension. Donc au final, le bon an, mal an, le bon résultat, il va rester positif, mais il va se stabiliser probablement. On verra. Voilà. Donc, sur la conclusion, c'était qu'en gros, pour moi, le bilan énergétique est quand même à optimiser. Le taux de couverture, c'est clair, on a une chute et ça s'est traduit directement sur le financier. Le rendement réseau, il faut l'améliorer, mais ça, vous êtes dessus. Et le suivi du rendement de la chaîne RMA, ça va être un vrai enjeu dans les prochaines années parce que vous avez un changement de fournisseur de combustible à venir et vous avez des tarifs exceptionnels sur le bois, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc voilà, sur le suivi, j'ai constaté les choses, on ne l'aborde pas aujourd'hui, mais c'est dans le détail du rapport interne. Mais en gros, c'est vrai que le suivi du rendement de la chaudière biomasse, il était un peu. Il n'est pas très bien fait parce qu'on comprend pourquoi, parce que vous êtes facturé au mégawattheure utile, donc finalement ça vous impacte peu financièrement. Mais c'est vrai qu'il y a des. Voilà. À la suite, il faudra faire attention quand votre prix doit augmenter, pour mieux suivre la biomasse, pour voir bien également son rendement de production, voir comment ça fonctionne. Voilà. Après, donc, le bilan financier reste satisfaisant et les perspectives restent bonnes parce qu'avec cette extension, on va encore redynamiser le service public. Donc c'est intéressant. Il y a aussi des travaux techniques qui sont donnés, j'en ai pas parlé, mais peut-être pour améliorer le taux de couverture, IDEX réfléchit à une solution d'hydroaccumulation, de ballon d'hydroaccumulation pour stocker quand il y a peu de demandes. En gros, l'après-midi, on monte à 15 degrés, il n'y a plus beaucoup de demandes sur le chaleur. Les chaudières OE2 continuent à donner, on récupère, on met dans un ballon, un gros stockage tampon. Et le matin, quand tout le monde appelle à 9h du mat, notamment quand Charal fait ses gros pics de puissance,
Là, c'est le ballon qui viendra en appoint du bois et du VE donné au lieu d'appeler gaz. Ça permettra d'appeler moins de gaz. Et quel volume là il te faudrait, Jérémy? On est sur, aujourd'hui on était sur à peu près 200 mètres cubes. 200 mètres cubes? Oui. Ah oui, c'est bien, parce que les serres à tomates, ils ont deux gros ballons de 3000 mètres cubes. Oui. On est un peu limité en aussi. Ouais. Eux, c'est en télé, non? Les serres? Non. Non, c'est en Non, jeu. c'est en réel. Ah ouais, c'est vrai. Ah, oui, c'est long. Après, je vous ai juste mis un petit truc qu'on ne fait pas d'habitude, mais c'est juste pour rappeler aussi que, parce que les chiffres sont publiés sur le site du ministère, et on a le nombre de grammes de CO2 émis par réseau de chaleur des glotons par kilowattheure livré, qui est de 16 grammes. Et si on était au gaz naturel, il faut se rappeler que c'est 227 grammes par kilowattheure. Donc il faut se rappeler de l'aspect vertueux du réseau de chaleur au-delà des tarifs, même si les tarifs sont quand même intéressants, même s'il y a une structure à revoir. Il faut se rappeler sur les enjeux environnementaux, c'est pas j'avais refait le calcul, je crois qu'on est à 4000 tonnes de CO2 évitées par an avec le ton grâce au réseau de chaleur. Sur l'évolution des prix du gaz aussi, il fallait en parler rapidement parce que, en effet, là aujourd'hui on a des prix du gaz qui sont à la molécule de gaz à la frontière relativement basse, à 35 € le mégawattheure. On est plus cher que dans la période Covid, mais on est quand même pas très cher. Mais il y a des choses qui vont se passer. On va avoir des augmentations de taxes sur, on va faire notamment une taxe biométhane qui va venir brancher le coût du mégawattheure à partir de 2026. Et on a aussi les quotas CO2 qui étaient appliqués jusqu'à maintenant qu'aux gros industriels qui payent les quotas CO2 avec une tonne de CO2 à 60 € la tonne, qui va s'appliquer à tous les fournisseurs de gaz européens. Donc en gros, c'est-à-dire que nous, on va le payer sur notre facture en tant qu'usager, on verra cette taxe supplémentaire de la tonne de CO2. Donc ça, on avait chiffré à plus de 11 € le mégawattheure TCS, sachant que quand on ajoute tout ça, ça va faire du plus 15 € en 2027, sans toucher à la molécule. Si la molécule explose en parallèle, ça veut dire que ça va s'appliquer. Voilà, c'est juste sur la stabilité. L'évolution du prix du gaz, normalement, ça peut plus baisser. Avec une molécule qui est assez basse, les taxes vont le faire tous les ans. C'est comme partout, c'est les taxes. Sur les taxes. C'est pareil, plus tu consommes de gaz, moins tu consommes, plus tu payes. C'est pour ça qu'on est aussi. Quand tu consommes, toi tu consommes. Et dans le réseau aussi, là on va avoir encore les qui vont arriver. Sur le réseau? Ouais. Ah si. Sur le gaz qui allait monter au réseau. Et c'est pour ça qu'on essaie de le limiter au maximum sur ce cas. Ok, 5 minutes encore. Non, après c'est juste se rappeler d'où vient le gaz et d'où vient le pétrole, qui ne s'est pas produit sur le territoire, on a vraiment nos énergies locales. Ça peut être sympa de voir aussi. Les pays ne sont pas toujours très cool et il se passe des choses, donc c'est bien de savoir d'être indépendant de tout ça. C'est l'indépendance énergétique du territoire, c'est important aussi. Et puis il y a aussi sur les impro-gaz à long terme, il y a une étude du Shift Project sur la base d'une base de Reichstadt Energy, là, où il montrait qu'à partir de 2030, on avait une baisse progressive en fait, des impro-gaz en Europe. On va être en concurrence avec les Indiens et les Chinois qui en consomment de plus en plus. Et en gros, on se pose des questions quand même sur certains impro-gaz à moyen terme. Donc c'est pour rappeler que le choix qui a été fait il y a 15 ans, 20 ans même, c'était plutôt une très bonne idée. Voilà. Bon, moi j'en ai fini, si vous avez des questions. Jérémy, Disponible pour répondre aux questions si besoin. oui. Le bois, vous disiez qu'on allait devoir réévaluer le coût d'achat. Il a raison pour ça. La fin du contrat d'approvisionnement. Mais ça, ce n'est pas. Pour les abonnés ne sont pas impactés par ce changement de contrat d'approvisionnement. C'est uniquement nous, on s'approvisionne via des contrats plus ou moins long terme, où là il avait 5 ans, il arrive à échéant, donc on est en train de consulter pour renégocier ce contrat d'approvisionnement. Qui est-ce qui vous fournit là? Pardon. C'est vrai qu'en bois, vous êtes très très bien placé. Non, je ne vais pas vous dire. On essaie effectivement donc, avec l'UVE de fournir un peu plus de chaleur. Donc en espérant que tout ce que Geoffrey Moutou leur a fait là, pour les serres à tomates, c'est un impact parce que lui c'est quand même 30 000 mégawattheures. Nous les petits, il y a 10 000, mais c'est 9 000 distribués. Ce qu'on a récupéré sur l'UE. Ouais, on a récupéré sur l'UE. Et puis tout à l'heure, vous avez esquissé donc une possibilité en faisant une DSP là, pour les
travaux qu'on fait sur l'UBE. Donc, j'ai mis le directeur sur le coup, là, qui va rentrer en contact avec nous, pour voir comment on peut travailler aussi. Si on peut récupérer du 20 MW de puissance supplémentaire, ça nous sauve. Ça serait génial. Ouais. Ça ferait baisser le coût du R1. Oui. Donc baisser au final le coût d'achat. Baisser le coût du R1, le rendre plus stable. Malgré que le tonnage des ordures baisse, hein. Par contre, vous savez bien, donc, on parle dans le poubelle, il y a beaucoup moins de fermenticides et on a un pouvoir calorifique, un PCI, qui augmente énormément. Mais il est tellement élevé qu'il dimensionne ce qu'ils mettent dans le four pour éviter de monter à des températures de 1000 à 1100 degrés. Donc, et puis les inconvénients aussi, qu'on incinère. On a le même problème sur le bois, de plus en plus sec, donc de plus en plus. Ah oui. Avec le bois, la plaquette forestière de plus en plus sèche, à cause du réchauffement climatique et la baisse de la pluviométrie. Et du coup, on a un bois qui pollue mieux, et donc qui plane plus vite. Et donc, on doit aussi mieux réguler, mieux contrôler la combustion, parce que sinon, on a. Vous avez PCI de quel ordre? En fait, aujourd'hui, le PCI, il monte entre 2,8 et 3. C'est pas mal aussi. Mais sur les chaudières qui sont habituellement conçues pour faire du 2,5, D'accord, sinon, bon, les économies que nous on fait, effectivement, c'est derrière les échangeurs à plate, ça nous évite effectivement d'avoir un contrat pour faire les révisions des chaudières. Et donc, et puis nous, on va consommer un peu moins l'année prochaine, puisque notre gestion technique des bâtiments est en place, il ne reste plus que la mairie. Stéphane, voilà. Et qui nous aide, pourquoi Stéphane? Parce qu'il nous aide avec les C2E. Et tous les bâtiments importants donc, sont contrôlés avec un dashboard. Ça va permettre du gymnase aux écoles en passant par l'espace Pantalo d'avoir une température qu'on peut réguler et éviter d'avoir, on a vu des choses exceptionnelles. Dans des salles au gymnase des corps, on a 28 degrés l'hiver. Voilà, donc, et puis même par rapport à l'éclairage aussi, d'avoir un suivi. Ah oui, bien sûr. Avec le moment de petit, 3 jours. Mettre la clim l'hiver. Ouais. Pour ça, vous allez chauffer, c'est pareil, comme le sport dans un gymnase. Voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Paul. On va te remercier, Marc. Et puis, je veux toujours la simulation pour les. Ouais. Il faut qu'on voit avec. Bon, merci. Bonjour. Voilà, mais comme il n'y a pas de vote, c'est juste de prendre acte. Donc je vous propose de prendre acte là du rapport. Et voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez Pierre, t'inquiète parti. J'essaye de ne pas trop déborder quand même, parce qu'il y a énormément de choses techniques. Bon, tout ce qui est panne et tout, les gens ont vu. Pierre dessous. C'est minéral. Oui, bonsoir à tous. Je pense que j'ai sauvé tout le monde en arrivant. Donc, on va faire le bilan 2024 pour l'eau potable et l'assainissement. On va attaquer par l'eau potable. Donc, avec les chiffres clés de l'année 2024. Donc, il y a un petit rappel des différents ouvrages et tout ça, comme tous les ans. Il y a la décomposition également des 410 172 mètres cubes qui ont été produits l'année dernière sur 365 jours. Donc, c'est le petit carré bleu que vous voyez sur la droite. Là. Donc, il y a 2069 mètres cubes sur les maisons, sur chauffe-eau 1895, sur les réservoirs de Pupoissac 399 425 et
donc la station de Louenbourg a produit l'année dernière 6783 mètres cubes. Voilà, donc bon, on va passer à la slide suivante parce qu'on fait une petite comparaison avec l'année N-1, donc c'est intéressant, mais on va retrouver exactement tous les chiffres qui sont notés sur cette slide. Donc voilà. Donc, si tu peux l'agrandir, là, Pierre. Oui. Bon, Moi, je peux pas l'agrandir. Ah non, je peux pas l'agrandir. Vous la voyez pas là? Voilà. Donc le premier pavé, donc c'est les différents volumes qui sont produits, importés, exportés, distribués et consommés. Donc on peut constater donc une évolution toute petite évolution sur le volume produit en 2024 par rapport à 2023, donc en importé, on n'importe rien. Une petite évolution sur le volume exporté de 7,2%. Sur le volume distribué sur la période, quasiment la même que 2023, et un volume consommé donc sur la même période qui a baissé de 3%. Donc le linéaire de réseau a un petit peu varié par rapport aux différents travaux qui ont pu être réalisés. Les branchements ont évolué un petit peu également. Donc le rendement de réseau, on s'aperçoit qu'il a baissé un petit peu, donc on reste quand même sur un rendement de réseau qui est tout à fait acceptable de pratiquement 86%. Bon, ça c'est lié forcément avec la baisse du volume consommé, donc il y a toujours un lien. Si les gens consomment moins, mais bon, l'impact des chutes est plus important, mais on reste sur un rendement quand même qui est vraiment très, très, très bien pour la commune des Gothons. Ensuite, au niveau de la qualité de l'eau, aucun souci rencontré l'année dernière. Toutes les analyses, qu'elles soient bactériologiques ou physico-chimiques, ont été conformes à 100%, donc pas de sujet. Et après, donc, au niveau des interventions, donc, on voit une petite évolution au niveau des réparations de fuite, conduite à peu près les mêmes, mais moins de réparations de fuite sur les branchements. Donc, le prix de l'eau aussi, l'évolution entre 2023 et 2024 a augmenté de 9,4%, ça c'est un indice qui tous les ans entraîne cette évolution en plus ou en moins. Voilà, donc ça c'est des faits marquants, donc j'ai fait quelques petites slides pour voir ce qu'on a pu rencontrer l'année dernière et constater, notamment au lavage des réservoirs de Pufossac, on s'aperçoit que le génie civil est fatigué un petit peu, donc on voit des différentes petites fissures, donc de l'étanchéité qui ne se fait plus au niveau des réservoirs, donc là très certainement, mais on ne peut pas la mesurer, mais il y a une perte en eau, c'est évident au niveau de ces bassins, donc à l'avenir il faudra éventuellement réfléchir à une réflexion des cuves avec une nouvelle étanchéité de ces bassins, qui sont bien évidemment primordiales pour la commune des Gothons. Après, différents petits travaux qui ont pu être réalisés sur la station condensée, donc au niveau de la cloration. Pareil, au niveau de l'analyseur qui est au niveau de Pufossac, on a renouvelé le ballon antibélier à Opticien-Pufossac. Donc sur le réseau, donc on a vu tout à l'heure sur la slide précédente qu'on a réparé 20 fuites sur le réseau. Donc c'est quelques petites photos avec des fuites qui ont été réparées courant 2024. On peut observer qu'on avait réparé sur Gamer à plusieurs reprises. On en avait discuté tous ensemble et donc il y a eu le renouvellement de l'organisation qui a été mis en service cette année. Donc voilà, ça c'est toujours des petites photos pour illustrer. Donc cette slide là c'est pour l'état d'avancement du déploiement de la télé-relais sur la commune des Gothons. Donc on a 2209 compteurs actifs, il nous reste 133 compteurs à appairer. Donc très prochainement il faudra qu'on se rencontre parce que ça y est, j'ai toute la liste des compteurs qu'on n'a pas pu appairer. Donc il y a des clients qui n'ont pas voulu, d'autres où on n'a pas eu accès aux compteurs malgré des appels, des relances courrier, SMS, on n'a pas eu accès, donc ils sont pas revenus vers nous, donc on ne peut pas accéder aux compteurs. Et d'autres, techniquement, on ne peut pas équiper les compteurs tout simplement parce que le type de regard ne permet pas d'adapter le module radio sur le compteur. Donc, il y aura une discussion à avoir ensemble pour savoir si on les laisse en relève manuel, cela, ou est-ce qu'il faut faire des travaux pour renouveler le regard compteur de façon à pouvoir abriter le compteur avec ce module radio. Voilà. Donc les taux sont quand même très bons. Hein, on va améliorer un petit peu. Là, donc les 93,98%, donc c'est par rapport, donc il y a 93% du parc qui est équipé. Donc pour être à 100%, il faut qu'on équipe les 133 qui nous restent.
Sur ceux qui sont équipés, on a un retour de 93,4%, donc un taux quand même qui est très bien. Et on va essayer d'améliorer très prochainement. On a vu avec Nicolas Chabroni, on va rajouter un concentrateur au niveau des bâtiments, enfin au niveau des ateliers de la commune, qui nous permettra de couvrir une zone qui est un petit peu blanche actuellement. Donc normalement, on espère avoir un rendement qui va s'améliorer avec la mise en place de ce concentrateur. Voilà. Donc c'est en cours, mais effectivement, là, sur le deuxième semestre, on voit qu'on se rencontre pour faire un point plus détaillé sur les 133 qui n'ont pas pu être appelés. Pour des hommes. Donc ça, c'est une petite slide qui montre les différents travaux qui ont été réalisés dans l'année au niveau des réservoirs et des bâches. On peut les regarder ensemble, mais bon, on a renouvelé un certain nombre de choses. Les lunettes de chlore, c'était une photo qui était précédemment sur le slide d'avant. On a renouvelé des portes qui étaient dans des états, ils avaient besoin. Donc, tout se fait sur le programme de renouvellement. C'est une dotation qu'on met tous les ans et on pioche dans cette dotation pour faire ce type de renouvellement. C'est bien listé, donc voilà, pas de, et quand il y a des lettres d'échange, des choses comme ça, il y a des échanges avec la collectivité pour renouveler un appareillage à la place de l'autre. Donc ça c'est la liste qui a été faite sur 2024. Les renouvellements de branchement, contractuellement on doit faire des renouvellements de branchement, donc environ 5 par an, et par 12, donc c'est 60 sur la durée du contrat, donc on peut en faire 5, on peut en faire 10, on peut en faire 2. Et voilà, à la fin du contrat, il faudra qu'on ait renouvelé à minima 60 branchements. Donc ça, c'est la liste des branchements qui ont été renouvelés en 2024. Et j'ai noté donc sur la petite slide là, les travaux qui ont été faits par l'entreprise Corbusier et le renouvellement de la canalisation là, en PVC 110, boulevard de la Plaine, qui avait entraîné pas mal de fuites l'année dernière. Donc on voyait bien qu'elle était en fin de service et que, à part la renouveler, il n'y avait rien d'autre à faire. Voilà, donc après c'est un petit rappel de votre patrimoine, et bon, il n'a pas changé par rapport à l'année dernière, c'est exactement la même chose. Bon, ça vous pouvez le regarder, effectivement, c'est tout ce qui est station, tout ce qui est ouvrage, volume de stockage, les lignes de canalisation, les répartitions par matériaux, par terre. Voilà, donc après au niveau des compteurs, donc on s'aperçoit bien qu'on a renouvelé pratiquement tout le parc compteur sur la commune des Gotons, c'est ce qu'on s'était engagé parce que quand on a, par rapport au déploiement de la télé-relève, on s'était dit peut-être qu'on équipera simplement des compteurs de module radio, mais avec le listing client qui nous avait été transmis par l'ancien délégataire, on ne retrouvait pas tous nos petits, enfin c'était assez compliqué. Donc on a pris la décision de renouveler l'ensemble du parc compteur pour partir sur quelque chose de propre. Donc voilà, pratiquement à part les 133 qu'on a vu tout à l'heure, tous les autres ont été renouvelés depuis le début du contrat. Donc l'année dernière, nous avons renouvelé donc 158 compteurs. Donc, le service aux usagers, donc après, donc ça c'est l'évolution des clients par année, hein, donc il y a une petite évolution de 1,3% par rapport à 2023. Pareil, les volumes qui ont été comptabilisés, donc il y a une petite, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce qui a entraîné une petite baisse du rendement. Et là, c'est un petit tableau qui récapitule les consommations de plus de 6 000 m3. Donc c'est vrai que sur la commune des Gotons, on a quand même quelques clients qui consomment de l'eau. Donc notamment l'AFPA qui a fait quand même une petite fuite, je ne sais pas, à l'intérieur de leur en privé, je ne sais pas, mais effectivement ils ont fait un bond de 62,5%. Bon, Charal, suivant ce compteur, bon, ça reste un plus, un peu moins. La commune, ça c'est au niveau de la piscine, donc ils ont moins consommé donc, en 2024. C'est pas qu'on a consommé, c'est que l'ARS nous permet de ne faire qu'une vidange par an même. Voilà. Et même, je crois qu'on va partir même sur un temps plus long. D'accord, ok. Voilà, donc l'explication elle est donnée. Pardon, la FPA, tu sais pourquoi ils ont consommé Je l'ai découvert maintenant, je sais pas. Il y avait effectivement, alors ils ont beaucoup plus de gens qui logent chez eux actuellement, mais pour ça fait 30 000 mètres cubes de plus. Ouais. Mais mes souvenirs, je
par crois jour. qu'ils avaient eu un petit souci sur leur réseau interne avec une fuite. Ouais. J'ai l'impression, enfin, je pense qu'ils avaient eu un petit souci. Je pense même que nous, on les avait, en recherchant une fuite sur réseau, parce que nous, on avait donc, les compteurs de sécurisation, on s'était aperçu qu'il y avait une petite dérive, et on est arrivé jusqu'à leur compteur, et c'est nous-mêmes qui leur avons dit attention, en vrai, c'est une consommation normale, mais il nous semble que vous avez une consommation sur le réseau. Une augmentation énorme aussi. Oui, les phares, oui, suivant leur compteur, effectivement, on s'aperçoit qu'ils ont des consommations assez importantes. Donc bon, à l'intérieur, bon, ils ont plusieurs compteurs, comme on peut le voir là. Donc on en a noté que 3, mais sur le site, je crois qu'ils en ont 6. Donc il y a des réseaux qui sont bouclés à l'intérieur de leur site. Donc on s'aperçoit qu'il y en a qui font un peu moins et d'autres qui font beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'ils sont en augmentation quand même assez constante depuis qu'on a pris le contrat. On voit qu'ils consomment pas mal. Voilà, donc au niveau des réclamations reçues, bon, c'est toutes les réclamations qu'on peut recevoir, mais avec l'accueil clientèle qui est ouvert tous les mercredis, sauf en cas d'absence, congé ou des petits comme ça, très rares, le bureau est bien fréquenté. Donc c'est même à l'heure, je préfère des réclamations en direct, parce que ma collègue peut m'appeler pour des sujets techniques ou des choses comme ça. Donc on peut régler les choses assez rapidement et effectivement ce bureau de clientèle est bien fréquenté. C'est pas le cas partout, mais il est bien fréquenté à l'époque. Vous avez beaucoup d'impayés? Au niveau impayé, je ne l'ai pas mis sur la slide, mais il me semble qu'on a encore un petit peu, c'est encore un sujet qu'il faudra qu'on rebalaye un petit peu ensemble pour voir s'il y a des actions à faire. Après nous, on fait toutes les actions possibles que nous on peut faire, donc on a le droit. Et effectivement, sur votre partie, vous pouvez aller au-delà de ce que nous on peut faire sur votre partie. Donc effectivement, ça c'est peut-être un sujet qu'il faut qu'on aborde également dans ce deuxième semestre avec des tableaux bien précis pour voir éventuellement les actions que vous souhaiteriez mener. Là, je dis que dans notre contrat, on a un fonds pour l'eau de 2000 €. Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas si ça a été épuisé cette année. Non, je ne pense pas. Il faut, là, il faut nous solliciter à ce sujet-là. Effectivement, il y a cette dotation qui est prévue, mais voilà. Donc, bon, ça c'est par rapport au rendement, c'est les différents volumes dont on se sert pour calculer le rendement. Voilà. Donc, on les a déjà vu auparavant. Donc, ça c'est l'évolution des produits, tout ça. Donc, c'est un peu répété. Je sais que vous êtes assez pressé, donc on va laisser vite, mais on l'a déjà vu avec les DS et tout. Pareil, donc le calcul du rendement, la qualité d'eau distribuée, on a vu tout à l'heure que l'année dernière, les interventions réalisées, donc ça c'est un récapitulatif des différentes interventions qu'on a pu faire donc courant 2024 entre les nettoyages, les réparations, que ce soit conduite ou branchement, et les entretiens sur les organes hydrauliques. Donc ça c'est les propositions d'amélioration. Donc en souvenir, elles n'ont pas énormément évolué par rapport à l'année dernière. Bon, c'est des choses qui restent toujours d'actualité, tout va se faire en 1 an ou 2 ans, bien évidemment. Après, il y a un sujet qui est très important et je suis en train d'étudier précisément avec le service travaux et qui me paraît très très important à voir, c'est la capacité de réserve qu'on a au réservoir de Pufasa qui n'est pas à aujourd'hui toute disponible. Donc, il faut absolument qu'on arrive à trouver la solution et faire les travaux nécessaires pour qu'on puisse avoir toute la capacité des châteaux d'eau de réservoir de Pufasa, sachant qu'avec l'interconnexion avec les syndicats et les fourches, ça permettra d'en demander un peu moins chez eux. Voilà. Donc ça c'est un sujet, et je suis avec le service de l'eau, Jérôme Catino, là, qui s'est déjà déplacé sur le terrain, il revient la semaine prochaine pour vous aborder un sujet avec vous. Et un sujet qui est en cours actuellement, c'est au niveau de la station, c'est la nouvelle prise d'eau de secours en puisant l'eau directement sur le lac du Dérault. Donc il y avait une démarche qui a été faite en 2023 pour avoir les autorisations. Donc je sais que la collectivité Astrid a fait la démarche, parce qu'effectivement avec le temps qu'on a actuellement et dans les semaines à venir, on s'aperçoit que les ressources baissent très très rapidement. Le niveau du Dérault également, au niveau de la prise d'eau de Pont-Vallée, pour l'instant il n'y a pas de sujet, ça fonctionne, mais si ça continue encore pendant 1 ou 2 ou 3 mois comme ça
à vous de voir si on enclenche les choses, mais je pense qu'il faut, il faut pas prendre de risques et. Tout est prêt, il n'y a que ton prix qui ne me plaît pas. Hein, mais. On va négocier un peu. Ça, bon. Parce que si on a eu pour un mois, ça c'est fini après, puisqu'on sera raccordé au syndicat. Je sais. Ou alors on revend le matériel l'année prochaine. Alors, par rapport au matériel, effectivement, il y a du matériel qui ne sera pas conservé, qu'on ne pourra pas se resservir. Simplement, il va y avoir les canalisations, parce qu'il y a quand même 200 mètres de canalisation à positionner donc, le long de la berge en diamètre 110. Donc, malheureusement, celle-ci, je ne sais pas comment on pourra les réutiliser. Il y a le câble aussi sur 200 mètres. Après, il y a une armoire électrique qu'on pourra éventuellement garder en secours pour faire autre chose. Après, tout ce qui est turbinimètre, on a quand même déjà réfléchi. Derrière, j'ai réfléchi, parce qu'effectivement, comme tu dis, Charles, c'est pour un an, simplement. Mais tout ce qui est turbinimètre qui est demandé par rapport à l'arrêté, c'est pas moi qui le demande. Ce turbinimètre, il y en a un qui pourrait être installé à la station de Pufossac, à la station de Combasté, qui nous permettra d'avoir une alerte si les sources se salissent et on aura comme ça une alerte turbidité. Donc cet appareil-là qui va être utilisé dans un premier temps sur la prise d'eau, on pourra le réutiliser donc à la station de Combasté. Et deuxième, le mettre en sortie des réservoirs de Pufossac. Effectivement, il peut y avoir également un problème avec le syndicat de Pélifourche qui nous envoie de ça. Enfin, je ne sais pas. Mais voilà, ces alertes-là, je les ai déjà réfléchi dans le sens où on pourra les réutiliser. Mais malheureusement, c'est demandé par les RS, tout le devis qui nous a été transmis, ça correspond exactement par rapport aux recommandations et par rapport à l'autre, qui donne droit à puiser dans le lac du Léraud. Voilà. Après, on a tout ce qu'on pourra ne plus utiliser, et également la pompe, c'est une vocation. Donc on est parti sur une base de 30 jours. Si c'est que 15 jours, on multipliera par 15. Malheureusement, si c'est 40 jours, on multipliera par 40 jours. Et malheureusement, en plus de ce devis, il y a des analyses qui nous sont demandées par l'ARS. Donc j'attends effectivement l'arrêté préfectoral pour pouvoir vous estimer le prix de ces analyses qui nous sont demandées. Voilà, après cette sollicitation et sur le réseau, les différents points que nous, depuis notre arrivée en 2022, on a pu observer effectivement que voilà, s'il y a du budget, s'il y a des travaux de coordination, il y a ces endroits-là qui seraient à renouveler. Voilà. Bon. Ok, bien, merci. Alors, on avait parlé aussi, puis on se voit avec le conseil municipal, puisqu'il y avait une réunion des maires l'autre jour concernant donc, le transfert de compétences de l'eau et de l'assainissement. On a parlé avec la bonne échelle que préconise l'agence de l'eau de Haute-Garonne. Donc, nous, on a validé qu'avec le temps, on rentre avec les autres collectivités, soit en compétence intercommunautaire, c'est-à-dire que toutes les communes partiront avec la COMCOM, soit en compétence syndicale où les communes peuvent effectivement travailler à côté. Mais le cas des seuls, ça n'existera pas parce qu'ils n'auront plus lettre, ça c'est clair et net. Donc, dans le deuxième plan de l'agence R à Haute-Garonne, donc je pense qu'ils vont nous inciter à revenir sur ce que ça a été décidé auparavant, c'est-à-dire regrouper les collectivités. Voilà, et puis ça permettra effectivement de donner naissance à cette COMCOM, ça avec le temps, donc c'est vrai effectivement donc avec les autres collectivités. Voilà, donc et on continue l'étude effectivement là, sur ces deux options pour indiquer effectivement le coût de l'eau, pas tant pour nous, hein, mais il y a des communes pour rentabiliser donc leur réseau, comme il faut tout changer, donc ils ont des fuites pas possibles. Hein. Je peux vous citer des communes l'an dernier où ils ont des rendements de 50% avec des fuites partout où rien n'a été fait. Et Patrick Portron l'an dernier a passé tout son été, si vous voulez, à trouver des fuites sur 2 communes, je ne citerai pas, mais en fin de compte, rien n'a été fait, absolument rien. Voilà, et l'assainissement, donc on ne sera pas obligé. Enfin, pour l'eau, je pense que on aura intérêt donc, à travailler à la bonne échelle avec tout ce qu'on avait vu du bureau d'études, là, et puis le financier de la KPMG pour avoir le maximum d'aide et puis parler d'embaucher 11 personnes, effectivement, pour faire le lien. Pour vous, ça ne change pas, hein, c'est-à-dire qu'on est interlocuteur avec sur la commune, mais ça sera la communauté de commune. Voilà. Mais par contre, nous, ça donne un phénomène d'ampleur et on peut discuter différemment, chacun discute dans son coin. Voilà, donc je pense que ça sera une bonne solution.
c'est d'Affonce. 110 PE. D'accord. Parce que éventuellement, la SOR s'était engagée dans le cadre d'un projet avec le campus des Jetons à amener de l'eau pluviale depuis le Ravinet jusqu'au jardin collectif. Et éventuellement, la SOR s'était engagée, M. Tonnelier, lors d'une discussion, à fournir du matériel pour les écoles justement pour ce chantier. La question c'est, est-ce que éventuellement cette canalisation, si elle était posée et qu'on devait la réutiliser, ne pourrait pas être utilisée justement dans le cadre de ce chantier école pour alimenter le puits de fraîcheur à partir de l'eau pluviale vers l'ancienne piscine et une canalisation sur une citerne de réserve d'eau. Pourquoi pas? Effectivement, il y a 220 mètres de canalisation qui vont être posés pour la prise d'eau. Après, cette canalisation, effectivement, elle pourra être réutilisée et ça vous appartiendra. Donc, du coup, effectivement, vous pourrez la réutiliser. Et puis, M. Tonnelier n'est pas avec moi ce soir, je ne connais pas exactement le contenu de ce qu'il a pu vous dire, mais effectivement, si effectivement vous avez ça, et on vous accompagnera pour acheminer cette canalisation, parce que c'est des barres qu'on va sauver tous les 2 mètres, donc il faudra qu'on les redécoupe, et il faudra la main-d'œuvre pour les redécouper, et puis pour les remettre en place avec les ressources et tout ça. Et si M. Tonnelier s'est engagé effectivement à vous accompagner dans ça, il n'y a pas de sujet. Mais effectivement, cette canalisation ne pourra pas être réutilisée. C'est une suggestion, et puis c'est un rappel aussi sur le fait que vous étiez engagé. Alors, ne vous inquiétez pas, quand M. Tonnelier ou moi-même on s'engage à quelque chose, c'est bien de rappeler les choses, c'est pas là-dessus, mais si on s'engageait, on assumera. Mais pas trop. Bon, mais est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que dans vos présentations, on pourrait avoir, en plus des moyennes, des journées, des extrêmes? Par exemple, quel jour on a touché le maximum? On ne sait pas finalement quel est le jour où on a consommé le plus. Ça nous donne un peu la puissance installée maximale. D'accord. C'est une comparaison. Oui, c'est celle que je pourrais faire très facilement, je peux même vous la transmettre rapidement, il n'y a pas de sujet là-dessus, on a tous les éléments, pour effectivement voir les périodes où la consommation est la plus importante. Alors, ce qui est particulier un petit peu avec le temps, c'est une ville très universitaire, avec beaucoup d'écoles, donc on s'aperçoit que, et heureusement, que la consommation est assez linéaire, et effectivement, quand les écoles ferment, le beau temps arrive. Donc, voilà, c'est quand même assez linéaire. Mais heureusement, dans les années futures, avec l'interconnexion, il n'y aura plus de sujet, mais heureusement qu'il n'y a pas les écoles avec le beau temps, ce serait d'autant plus compliqué. Puis, page 81 à 92, votre rapport évoque des molécules. J'imagine que c'est des données nationales, c'est les molécules qui sont cherchées. Moi, je voulais savoir si elles avaient été cherchées dans nos analyses. Alors, je pense à l'atrazine, tout ça. L'atrazine, alors ça, il faut savoir que l'ARS a lancé aussi des nouvelles recherches de ces molécules-là. Donc, pour l'instant, c'est rentré simplement là, dans le cadre réglementaire de cette année. Donc, ils ont fait des PFAS et tout ça pour justement ces choses-là. Donc, le retour que l'on a, nous, sur les boutons, il n'y en a pas. Mais effectivement, on attend le retour aussi de l'ARS par rapport aux différentes analyses qui vont nous demander obligatoirement, réglementairement, dans les années futures. Effectivement, il faudra qu'on les intègre également dans le dossier. De toute façon, pour répondre à la question de Olivier, qui est bien perçue, effectivement, on a des taux de CDN qui vont être considérables. Voilà, c'est pour les molécules, effectivement, ça introduit la deuxième, où il y avait un article dans la vie corrézienne qui indiquait le taux de CDN dans une soixantaine de communes à Corrèze. Donc on était très bien placés, on était à 0,12 alors que l'échelle c'est 5. Hein. Mais il y a des communes quand même, pas beaucoup de choses à se faire, surtout dans les communes rurales où la flotte reste en permanence dans les tuyaux et vous avez effectivement dans cette concentration de CDM. Alors c'est le chlorure de vinyle, surtout quand on a de la colle. Parce qu'on est à 65%, c'est ça de canalisation PVC? Oui, j'ai vu en tête, mais c'est dans une seule précédente. Mais effectivement, par rapport au CDM, suite au schéma directeur, il y a un certain nombre de points qui ont été identifiés comme à risque. Nous, contractuellement, on doit faire 4 analyses, 4 points. Parce que chaque point demande 4 analyses par an. 2 en eau chaude et 2 en eau froide. Contractuellement,
Et justement, c'est un point qu'on va faire ce deuxième semestre. Mais par rapport à ce qu'a demandé le schéma directeur et par rapport à ce que nous, on a déjà fait contractuellement, on a presque déjà couvert toutes les analyses demandées par l'ARS. Et moi, j'ai beaucoup d'autres collectivités qui n'ont pas du tout, contractuellement, on n'a pas ces analyses à faire. Et donc, ils vont devoir lancer très rapidement ces analyses-là. Et ça va être des trucs quand même assez importants pour les collectivités. Et notamment, moi, j'ai des collectivités où il y a 700, 800, 900 km de canalisation en monde rural. Et on s'aperçoit qu'il y a autant de bouts d'antenne, autant il y a des points à risque. Donc, multiplié par 4 analyses, il faut compter à peu près entre 95 et 100 euros d'analyse entre le prélèvement. Ça va entraîner des frais importants et avec des risques derrière de découvrir le CDM, parce que si on ne fait pas d'analyse quand on va chez le docteur, si on va chez le docteur, on est malade, on va chez le docteur, on dit des choses. Donc là, ça va être le cas et malheureusement, par rapport au CDM, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est soit il faut purger, parce qu'effectivement, comme dit Charles, c'est le temps de séjour dans la canalisation, donc c'est quoi? Pour limiter ce temps de séjour, il faut purger. Actuellement, l'eau, c'est une dose précieuse, est rare, parfois, donc on ne pourra pas se permettre de purger. Donc la seule solution, ce sera de renouveler la canalisation. Donc il dit des trucs quand même assez importants de renouvellement de canalisation. Donc ça, c'est un sujet dans l'avenir qui sera regardé très compliqué. J'aurais une remarque complémentaire, c'est qu'avec le raccordement au puits des Fourches, on s'expose aussi à ramener des pollutions qu'on n'a pas sur notre petit bassin. Je pense aux cultures. Je pense qu'à l'avenir, il faudra être particulièrement vigilant pour ceux qui siégeront au syndicat à bien plaider la cause d'un entretien agricole respectueux de la ressource en eau sur tout le bassin de la Vézère. Oui, donc après ça c'est déjà suivi, mais effectivement, ils vont puiser sur notre surface, les herbes, donc la station qui alimente, donc elle est vraiment très performante et tout ça, donc elle peut abattre toutes les pollutions qu'on peut rencontrer sur notre surface. Et effectivement, c'est un sujet après au niveau de la prise d'eau, au niveau de la réserve qui a dû être vu par déjà le syndicat Puits les Fourches, où ils doivent pas faire n'importe quoi sur un certain nombre de kilomètres. Déjà, la cellule sécheresse au niveau de la préfecture, ils se sont inscrits sur deux collectivités, tout le secteur de Saint-Privat et de Port-les-Ormes déjà. Donc, les équipes commencent à grandir. Si vous avez votre question, on va passer à l'assainissement. Je vous demande à mes collègues de prendre acte. Vas-y. Petit point. Par rapport à ce que tu disais, là, la compétence va passer à la Comcom. C'est pas pour l'instant, on va attendre les élections de 2006. Mais parce qu'à côté de ça, tu nous dis qu'il y a une ou deux communes qui sont à 50% de fait. eux le sont, ils vont adapter le prix de l'eau que sont. Il y a un rapport. Mais on l'aura aussi. Non, c'est un lissage sur une dizaine d'années de toute façon. Le dossier reste tout seul, le prix de l'eau, ça sera 6 euros le mètre cube, c'est clair. Si le temps on rentre dans notre compétence effectivement avec notre prestataire, où on pourra effectivement donc, avoir un lissage du prix de l'eau. Donc ça ne rentrera pas beaucoup, et les subventions ne seront versées dans le deuxième plan que si au moins le prix de l'eau est à 2 euros le mètre cube. Et les départements, parce que la cause, et ils siègent effectivement donc, au sein de spécialisation de la chambre à Nord-Garonne. On ne faudrait pas qu'on paye oui, c'est sûr. Les autres communes. Non, je suis d'accord avec toi, mais je ne pas. Donc, il y a des études qui sont réalisées, on a un financier, ce n'est pas la fiduciale, c'est KPMG. C'est pas le même travail. Et c'est une très bonne question. Bon, l'assainissement, tu fais un peu, accélère un peu. Pendant ce temps-là, avant qu'il fait ça, vous avez reçu aussi le rapport sur l'élimination de déchets. Qu'on avait déjà eu à la construction du siège de la communauté de communes, comme ça le temps qui redémarre. Donc il faut qu'on en prenne acte aussi. Est-ce que vous avez des questions particulières? Parce que sinon on peut en plus passer la soirée. Pas de questions particulières sur le rapport d'élimination? Bon. Donc, on va prendre acte. Je vous dis, la seule chose qui change, c'est que on instaure le tri à partir du 1er octobre de cette année. Et je pense avoir un taux de retour assez important pour les gens qui demandent
qui ne peuvent pas se déplacer, qui demandent à se faire chercher leur prix, ne comme il n'y a pas comme ça. Voilà, on a bien ciblé. Et puis on a 2 assistantes sociales qui s'occupent du CCAS et qui font leur travail, si vous voulez, quand il y a avec Patricia, les 2 amis, etc. Pour téléphoner régulièrement aux personnes quand il fait très chaud. Et Patricia, bien sûr, Patricia. Et puis même chose aussi pour le tri. Les sacs jaunes, ça va être un ramassage Alors, sac jaune jusqu'au point et encore. Et après donc, vous aurez sur le cabas que vous récupérerez, enfin, pour la commune, ça sera un cabas que vous récupérerez dans le service des douanes. Et les 18 autres communes, les cabas sont récupérés dans chaque mairie. Voilà. Et on a commandé tous les cabas qui sont commandés. Il y aura une note d'information pour tous les foyers. Il y aura 6000 lettres qui vont être envoyées pour expliquer les conséquences écologiques, environnementales, etc. pour le tri, sur les objectifs de la petite commune. Et puis après, on fasse un suivi assez régulier que les conteneurs, les colonnes ne débordent pas. C'est la plus terrible. Et on pourra quand même employer des sacs jaunes. Oui, tout à fait, oui. Ouais, ça ne s'achète pas. Alors logiquement, donc, au début, il peut écouler, mais après, il faudrait mieux que ça soit dans le temps. Et comme ça se fait donc à tu pour l'instant, vous en pensez, à tu vous en pensez. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la semaine, il y a 15 jours, je suis allé visiter l'usine de tri du CFD3, du syndicat de la Dordogne. 41 millions, il y a beaucoup de recours, et il y a plein de gens qui sabotent les sacs jaunes, en mettant n'importe quoi, et on arrive à 40% de refus. Vous imaginez? Alors il faut savoir ce qu'on veut, il faut attendre. Ça coûte peut-être parce que là, les ordures, il faut les amener, vous les ramenez. Donc ça, le transfert va d'abord les ordures, et puis vous le ramenez donc à l'usine de Rosy pour que ce soit brûlé. 40% de refus. C'est inimaginable. Même si vous mettez une couche, par exemple, dans les sacs jaunes, automatiquement, donc, vous avez toutes les fibres qui polluent tout ce que vous avez, et hop, tout est bon. Il faut le lancer. Il ne faut pas bien réfléchir pour mettre une couche usagée. Ouais, t'as des gens qui savent, de toute façon. Bon, tu simplifies, Pierre. Ça marche. Oui, ils sont dessus. Voilà. Donc je passe directement à cette slide-là pour l'assainissement qui montre, comme pour le potable, c'est la même construction, hein, les chiffres clés. Donc avec les différents, c'est parti, avec les différentes évolutions entre les volumes épurés, les volumes assujettis à l'assainissement, on s'aperçoit qu'il y a une grosse hausse au niveau des volumes assujettis à l'assainissement, parce que tout simplement on s'est rendu compte qu'il y avait certains clients qui étaient raccordés à l'assainissement mais qui ne payaient pas l'assainissement. Donc on a rectifié, on a passé 2 nouvelles conventions de rejet avec l'entreprise Sage qui ne payait pas l'assainissement, depuis toujours. Donc bon, on n'a pas laissé faire, c'est pas normal. Pareil avec au niveau de la piscine et tout ça. Enfin voilà, on a régularisé pas mal de petites choses et c'est pour ça que le volume assujetti est démarqué après le coefficient correcteur parce qu'il y a des conventions de rejet appliquées donc, à ces différentes entreprises. Donc c'est pour vous évoluer, donc pour vous expliquer l'évolution. Voilà au niveau du patrimoine, mais pas grand-chose au niveau des nombres de compteurs de clients raccordés. Mais pareil, on s'est évolué. Pardon? Je sais pas. Ouais, donc il y a une évolution, on le voit aussi sur les nombres de branchements raccordés, ce qui explique les volumes assujettis.
Oui, pour l'assainissement, il n'y a pas trop de sujets. Bon, il y a eu des événements quand même assez importants les dernières, avec des effondrements de canalisation et tout ça, mais bon, ça a été géré avec la collectivité. Au niveau des analyses, au niveau de la station, elle est conforme, tout a été à 100%, mais il n'y a pas eu de sujet. Il y a eu un événement en fin d'année 2023, début 2024, avec Charal qui avait un problème sur le pré-traitement. Il y a eu une très bonne coordination, une très bonne communication entre nous. Donc tout a été géré. Il faut savoir que la station elle est à 30% de sa capacité, donc on est large. Voilà, il n'y a pas plus de sujets que ça en assainissement, que très important. Après, en cours, il y a ce problème de débordement au niveau des scouts qui est en cours de résolution. Voilà, donc il y a un bilan 2024 qu'on a pu faire pour le potable, mais il n'y a pas de choses très marquantes, quoi. À part quand même l'ensemble des travaux que la commune vous réalisez par rapport à la mise en place du séparatif. Il faut quand même soulever, il faut bien rappeler, parce que c'est vrai que vous faites beaucoup de travaux actuellement par rapport à cette mise en séparatif et qui permettra d'avoir un peu moins d'eau parasitique à la station d'épuration, malgré qu'il en reste encore pas mal. Il y a 5000 m3 carrés. Et donc, je sais qu'il y a le chantier. Donc, on va permettre effectivement de récupérer tout le bassin versant de Touchelot. Il y a 55 hectares. Ici, vous avez vu les diamètres des tuyaux là, qui sont mis en place. Pour que ça parte donc, au poste de refoulement et que ça remonte au club, donc ça partira directement dans la rivière, dans le ruisseau. Voilà, un événement important qui s'est passé en 2024, c'est la réflexion quand même en grande partie du poste de refoulement du Rabinet, qui est le poumon de l'assainissement sur la commune des Letons, où effectivement il y avait des pompes qui étaient toujours en panne, qui entraînaient des casses sur le réseau. Donc ça, voilà, il y a eu des gros travaux. Avant il y avait 2 pompes, il y en a 3, on a remis 2 petites pompes plus adaptées et qu'on se sert simplement quand il n'y a pas, c'est en période de pluie, et on a gardé toujours la grosse pompe pour pouvoir pomper un maximum pour le déverser le moins possible dans le milieu naturel. Voilà, donc ça c'est une grosse opération qui a été faite l'année dernière, et qui était nécessaire et qui était indispensable pour l'assainissement sur la commune des Letons. Voilà, autant tout à l'heure on disait que pour les micropolluants, on citait tout à l'heure, par contre dans l'assainissement, il y a des choses effectivement, tout ce qu'on rejette, si vous voulez, qui va la suppression, vous allez en parler, ça s'appelle ça les PFAS. C'est tout ce qui est produit médicamenteux, qu'on retrouve, si vous voulez, qui part dans la rivière, qui dans les poissons se nourrissent. Et puis après, toute la recherche du RSDE, tout ce qui est matière comme les micro-polluants. C'est ça, exactement. Voilà, donc c'est le gros point là qu'on va traiter dans les années à venir. Et puis on parlait aussi de plus en plus sur la réutilisation des eaux usées. En fin de compte, ça part. Et je vous signale, je ne sais pas si vous avez lu la presse dernièrement, qu'en période d'étiage, c'est les 3 grosses stations du bassin de Brive qui alimentent la Vézère quand même après. Il y a tellement peu d'eau, donc quand ils repartent, si vous voulez, et qui permet de passer à l'étage. Donc il va falloir qu'on soit de plus en plus regardant là-dessus aussi. On fait bien de pomper les verres, je crois. Bien sûr, avec la photo. Et justement à ce sujet-là, nous on a réflexion actuellement de remettre en service la station d'opération qui nous fait plus en service quand on est arrivé, c'est l'eau industrielle. Actuellement, malheureusement, on utilise de l'eau potable pour faire tourner au niveau de la station d'opération. Il y a des endroits où il faut de l'eau potable, mais il y a plein d'endroits où du nettoyage et choses comme ça, c'est complètement stupide d'utiliser de l'eau potable pour faire ces interventions-là.
Et donc on est en train de réfléchir réellement. J'ai fait plusieurs réunions avec mes collègues des travaux pour savoir comment on pourrait remettre en service ce taux industriel. Et ça nous permettrait de faire une économie sur le programme de environ 6 ou 7 000 m3 par an. C'est pas rien. Donc, c'est suppression. Après, c'est pour ça qu'il faut un monde industriel, c'est qu'on va continuer, on va mettre un filtre et tout ça, et puis un surpresseur, parce qu'on a besoin de pression pour pouvoir la réutiliser. C'était quelque chose qui existait à la STEP, mais à notre arrivée, ça ne fonctionne pas. Voilà, bon, il faut tenir effectivement un avis d'effet marquant par rapport aux consommateurs, que ce soit Farge, Charal, Bigard, l'abattoir, et puis au niveau de l'assainissement, après qu'on retrouve effectivement ces 200 000 m3 en plus, c'est-à-dire que tout à l'heure il montrait 400 000 m3, mais il traite 600 000 m3. Et malgré les déversoirs d'orage qui affectent énormément, si vous voulez, eh bien, il y a quand même 200 000 m3 qui arrivent qui font déborder effectivement les grands bassins. Voilà, donc normalement, on va aller de plus en plus en décroissant sur l'eau pluviale qui partira, comme c'est l'objectif effectivement, pour les particuliers, pour la commune, de séparer les eaux usées des eaux pluviales. C'est des travaux importants, et je pense que la commune d'Aigleton est en fer de lance par rapport à beaucoup d'autres communes en Corrèze, toi qui circules pas mal. Complètement, c'est pour ça que je vous l'ai dit ouvertement, c'est qu'effectivement, vous faites énormément de travaux par rapport à cette mise en séparation, et toutes les communes ne sont pas à ce niveau-là. Ne serait-ce que clairement, ils se sont peut-être améliorés, mais il y avait beaucoup d'unitaires sur place. Ben, après, si tu prends des unitaires en anéantissement, tu as tout gagné. Bon, écoutez, si des questions bien précises, sinon on peut avoir des questions, et puis on peut les envoyer aussi. N'hésitez pas, toute l'année je suis disponible, toute l'année, si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas. Actuellement, si vous avez des réclamations pour vos salles sur les communes de Aigleton, c'est un peu partout. Attention, c'est qu'on arrive à une époque où effectivement les gens consomment beaucoup plus, donc la vitesse de l'eau dans les canalisations augmente un petit peu, et des fois ça décroche un petit peu et ça rend l'eau un petit peu turbine. Mais c'est pas à Aigleton, on le rencontre sur toutes nos collectivités à cette époque de l'année. Et notamment sur les bouts où il y a un peu de fond, ça peut entraîner parfois les couleurs de l'eau. Alors elle n'est pas non potable, mais c'est vrai que visuellement c'est pas ce qu'on a attendu. Bon, écoutez, on va prendre acte du rapport, on avait qu'il était un peu formé par rapport à la production. Et puis, bon, vous avez tous le rapport, et puis, voilà. On travaille d'arrache-pied avec la sorte pour faire mieux et pour servir effectivement le citoyen. Voilà, écoutez, on prend acte, et puis on va te remercier, Pierre. Et on se verra sans tarder. Enfin, j'espère qu'on ne se verra pas pour la prise d'eau sur le lac. Ça nous donne 40 000 euros quand même. Un orage de faire des catégories. Enfin, on peut le faire fils. C'est 13. La décision reste chez vous par rapport à oui ou non, cela, ce qu'on fait pas. On fait partout, hein, parce que les sources donnent pas mal actuellement. Hein. Ah, on a trop fait ça. Hein? On a trop fait multiple. Ouais, je vois. Voilà, donc après tout ce qui est l'assistance, on l'a vu, l'élimination des déchets, donc vous avez le rapport, et puis on va attaquer le point 7 avec Patricia. Je vous remercie, bonne soirée. Ah oui, il y a le rapport du sport aussi, voilà. Voilà. Non, mais le sport, il y a le service public. Pour l'assistance non collectif, vous avez les rapports aussi. Hein. Voilà, on a revu déjà de la communauté de commune. Bon, s'il n'y a pas d'observation, on va prendre acte et puis on va passer à la D numéro 7. Régularisation de la propriété de l'emprise du collège d'Aigleton. Monsieur le maire expose actuellement le collège des propriétés de la commune d'Aigleton, à l'exception de la parcelle cadastrée section AM numéro 149, sur laquelle se trouve l'ancien bâtiment d'internat et le bâtiment de pension. Depuis les lois de décentralisation de 1983, il est mis à la disposition du conseil départemental, lequel assume sur ce patrimoine l'intégralité des charges du propriétaire. Le Code de l'éducation offre toutefois la possibilité au conseil départemental de se rendre propriétaire du collège. Cette possibilité est prévue à l'article L213-3 du dit Code,
lequel indique que les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en copropriété au département à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Le conseil départemental a fait part de son souhait de faire usage de cette possibilité et d'obtenir le transfert en pleine propriété des bâtiments et terrains constituant l'emprise foncière du collège. Un géomètre expert est intervenu sur le site afin de procéder aux nouvelles délimitations. Le plan avec une nouvelle numérotation est joint en annexe. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le transfert de propriété des parties des parcelles AL 99, AL 121 et AL 122 au profit du département de la Corrèze. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Merci. Alors, avenant numéro 2 à la convention de réalisation numéro 19 pour la modification du périmètre de réalisation entre la commune du Département et l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Augmentation du plafond des places. Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a approuvé la passation de la convention numéro 19-24-93 ainsi que l'acquisition des parcelles lors de ces séances du 20 juin 2024 puis du 26 novembre 2024. Lors du conseil du 25 février 2027, un avenant numéro 1 a été conclu pour ajouter la parcelle AM numéro 285 de 356 m² correspondant au chemin d'accès au site dont l'élévation de la rampe était nécessaire. Il convient désormais d'examiner l'amendement numéro 2 qui a pour objet d'augmenter le plafond des dépenses. Afin de permettre la déconstruction complète des anciens bâtiments industriels, le plafond des dépenses de la convention doit être rehaussé. Un premier bilan prévisionnel estime un montant de dépenses totales sur l'opération à 1 300 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que justifie que peut nous dire la charge de l'augmentation? C'est par rapport au coût, ils ont mis l'échelle à SIOS par rapport au coût de la déconstruction. Alors, pour tout vous dire, on a une copie de cette semaine là, avec l'EPF, avec nous Alice, avec nous et puis certainement avec ADEF. Mais normalement, donc, ça devrait. C'est vraiment le plafond. Voilà. Donc, la votation, je ne sais pas, enfin, effectivement, il y aurait pas mal de travaux. On n'a pas calculé de l'amiante aussi. Au niveau des travaux. Alors, on a été aussi convoqué par le préfet pour notre projet, sur l'insistance de nos élus parlementaires, où le préfet il a bien apprécié ce qu'on allait faire, puisqu'on est parti avec les professionnels du bois de faire quelque chose. Alors, c'est un architecte, hein, donc je vous présente le projet qu'il a préparé. Au profil, l'architecte va présenter de l'EPF, le projet qu'il a réalisé, et on se dirigerait, je pense, vers du logement intergénérationnel et avec une unicité du bois, puisque actuellement il n'y a que 6% de bois dans la construction, alors qu'à l'échéance de 2030, on va peut-être à 30%. Et on travaille aussi avec Octavien pour son recherche. Et hier, justement, on a une trentaine d'universitaires ici que j'ai reçus, qui ont quitté le CDMA et qui vont aussi travailler d'arrache-pied sur le projet pour le calcul des structures. Voilà ce qu'on en est. Et je me fais aussi, je pense que c'est assez suite à la point, de faire dire qu'aussi on peut bénéficier de 300 000 € de fonds verts par rapport au projet qui suit. Et on travaille aussi avec FIBOIS, qui est l'instance des professionnels du bois, qui va effectivement en action sur le projet. Voilà. Donc je pense qu'il faut faire un petit peu, on va pas laisser cette vérité des années et des années. Voilà, alors je t'aime. Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant numéro 2 à la convention d'organisation numéro 19-493, de l'autoriser à signer cet avenant et tous les documents nécessaires à son exécution. Qui est contre? Qui s'abstiennent? Merci. Merci. Nous allons pouvoir là-dessus. Le nom parle plus. Donc la délibération. Parle plus, La délibération numéro 9 garantie d'emprunt au profit des Gotons Habitat pour l'acquisition de 14 logements.
Monsieur l'adjoint aux finances indique que la commune a été sollicitée par Egoton Habitat pour accorder sa garantie pour le remboursement d'un emprunt de 1 140 000. Non, c'est 1 400 000. C'était 1 400 000. Oui, c'est bon, marqué comme ça dans le tableau. 1 400 000 pour le financement et de l'acquisition de 14 logements souscrits auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La présente garantie est sollicitée en cas des conditions fixées ci-dessus, donc selon les articles du Code général des collectivités territoriales, le Code civil, et le contrat de prêt qui est signé entre l'Office public d'habitat et Egoton Habitat, si après dénommé l'emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations. Donc les caractéristiques, la ligne du prêt montant, c'est bien 1 400 000 euros sur 30 ans, pour des échéances annuelles indexées sur le livret A. C'est le taux d'intérêt actuariel annuel, c'est le taux de livret A en vigueur à la date du contrat, plus 1,8%, et révision du taux d'intérêt à chaque échéance, en fonction de la variation du taux du livret A, sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0%. Profil d'amortissement, échéance prioritaire intérêt différé, donc si le montant d'intérêt calculé est supérieur au montant de l'échéance de différence est stocké sur un intérêt différé, et modalité de remboursement anticipé, indemnité actuarielle, swap. Donc je ne sais pas s'il y a des questions qui se posent, sachant qu'il y en a beaucoup qui étaient là au conseil communautaire et que c'est déjà un point qui a été abordé. Donc s'il n'y a pas de questions dessus, monsieur l'adjoint aux finances propose au conseil municipal d'accorder sa garantie à hauteur de la somme en principale de 700 000 euros, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. Ce prêt est constitué d'une ligne de prêt destinée à financer l'acquisition de 14 logements situés rue d'Ovalie, rue de Saran, boulevard des Châteaux, rue des Ovives, rue Jean Ségurel. D'accorder sa garantie pour la durée totale du prêt jusqu'au complet remboursement de celui-ci sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité, sur notification d'impayé par être commandé de la Caisse des dépôts et consignations. La collectivité s'engage à un meilleur délai à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice des discussions et sans jamais opposer les défauts de ressources nécessaires à son règlement. De s'engager pendant la durée du contrat de prêt libéré en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. Il est précisé que M. le directeur Egoton Habitat est habilité à négocier un emprunt long terme de 140 000 euros à titre de financement de sol d'opération auprès de la caisse d'épargne. C'était pas noté, mais bon, comme d'habitude, 700 000 euros, c'est 50% d'1,4 million, sachant que c'est 50% par la communauté de communes et 50% par la commune. Donc, M. Charles Ferré, maire et président d'Egoton Habitat, ne participe pas à la préparation ni au débat ni au vote de cette délibération. Mesdames Nani Vidal, Annie Carrara, Lina Vidalba, Muriel Ribé, Annie Delsol et M. Hidatin ne participent pas au vote en fait de leur qualité d'administrateur. Et puis, selon les procurations aussi qu'ils auront derrière. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté l'unanimité. Je vous en remercie. Si je peux c'est un ordre de délibération. On a eu une grande réunion là, toujours avec Noalis à Limoges. Et si vous avez vu, donc on est en SAC, société anonyme de coordination. Et dans notre pool, il y a Noalis, Brive Habitat et Egoton. Et vous allez voir un petit dernier, c'est l'office public d'Angoulême. Voilà, avec le pourcent logement. Et on a eu un retour de la CG2LS, c'est une des SAC qui fonctionne le mieux en France. Et on va mutualiser, et on mutualise beaucoup de choses, on va mutualiser l'informatique et certains points pour les enquêtes de satisfaction, donc ça permet effectivement, et puis si jamais dans les années à venir, puisque c'est compliqué, vous avez vu Comaz Habitat, sur 4000 logements, il y a 600 logements qui ne peuvent plus louer, ils n'ont fait aucun travail, ils sont tout en G. Donc nous on a fait une maintenance dans tout patrimoine, tout le temps, depuis 2008, je vous promets que je m'y tiens, et tous les logements sont loués, et il y a encore quelques logements qui sont en étiquette EOF, mais le réseau de chaleur va permettre effectivement de les passer en P. Voilà. Et si vous avez regardé aujourd'hui, la presse, en région parisienne, il y a un logement pour 40 demandes. Et ce qui tue ces logements, c'est parce qu'ils sont en étiquette G, et c'est le chauffage électrique. Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au rejet de carbone dans l'atmosphère, donc il baisse la note. Si vous avez de l'électricité, vous serez moins pénalisé qu'actuellement. C'est-à-dire que sur le marché,
Vous avez vu, hein, il faut remettre 850 000 logements. Et ça permettra aux gens de se loger. Hein. Et as-tu au-dessus du cinéma là, le fameux immeuble avec les étés plus longs là, sous les balcons? Oui, je vois aussi. Pour les habitants? Oui, c'est pour les habitants. Mais ils ont 400 logements, 600 logements. À peu près. Voilà. Et puis nous, on n'a pas embauché de gens, on est resté pareil. Même il y a une personne qui s'en va aussi, il y aura que 13 salariés. Et Hugo, Elle sera pas remplacée. pour l'instant, c'est une concentration de un an. Non, mais quand je suis moi, c'est pas moi qui dis, je l'ai appelé l'autre. Il était en congé sur un. C'est pas la fin, le jour. Ah, si, oui, Et apparemment, elle sera salariée. Donc la numéro 10, la garantie d'emprunt au profit des Gotons. Donc c'est pareil, c'est Gotons Habitat pour la réhabilitation URP du CFC des Gotons. Monsieur le Finance indique que, considérant l'offre de financement d'un montant de 761 989 € émise par la banque postale, le bénéficiaire accepté par le Gotons Habitat si après l'emprunteur, pour les besoins du financement pour laquelle la commune des Gotons, si après le garant, décide d'apporter son cautionnement si après la garantie dans les termes et conditions fixées ci-dessous. Donc par extérieur, selon le code général des collectivités territoriales, selon le code civil et selon l'offre de financement annexée à la délibération de la banque postale, monsieur l'adjoint aux finances propose au conseil municipal, parce que c'est pas de lecture, d'accorder son cautionnement avec prononciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toute solution principale à hauteur de 50%, quotité garantie, augmentée dans la même proportion de tout intérêt de retard, commission, indemnité, frais accessoires au titre du contrat mis entre l'emprunteur et le bénéficiaire, si après le prêt, l'offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. De déclarer que la garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. De reconnaître être parfaitement conscient de la nature et de l'étendue de son engagement de caution tel que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement. Il reconnaît par ailleurs être pleinement averti du risque de non-remboursement du prêt par l'emprunteur et des conséquences susceptibles d'en résulter sur sa situation financière. De mettre en œuvre, en cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par l'emprunteur, le cautionnement pourrait être mis en jeu par lettre recommandée avec un avis de réception adressé par le bénéficiaire au garant au plus tard 90 jours après la date d'échéance concernée. Sans préjudice des dispositions de l'article commune L. 52-52-1 du Code général des collectivités territoriales, le garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l'absence de ressources prévues pour sa demande, exiger que le bénéficiaire ne s'adresse au préalable à l'emprunteur défaillant. En outre, le garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt créé à remettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toute somme due au titre de la garantie, d'accepter expressément et sans qu'il soit besoin d'une quelconque notification, de maintenir sa garantie en cas de fusion, scission, rapport partiel d'actifs ou toute autre opération d'un effet similaire du bénéficiaire avec toute autre personne morale, même si cela implique une modification de la forme juridique de l'une quelconque de ces entités ou de la création de personnes morales nouvelles. Le cautionnement bénéficie aux bénéficiaires ainsi qu'à tous ses éventuels cessionnaires, subrogés, successeurs ou ayant cause. Tout bénéficiaire d'une cession ou d'un transfert de toute partie des droits et obligations du bénéficiaire au titre du prêt bénéficiera de plein droit du cautionnement en lieu et place du bénéficiaire cédant ou transférant ce que le garant reconnaît et accepte expressément sans qu'il soit besoin d'une quelconque notification. Dans l'hypothèse d'un transfert par voie de novation à un tiers de toute ou partie des droits et obligations du bénéficiaire au titre du prêt, le garant accepte expressément que le bénéfice du cautionnement soit de plein droit transmis au nouveau créancier et maintenu à son profit sans qu'il soit besoin d'une quelconque notification. D'accorder la garantie pour la durée du prêt augmenté d'un délai de 3 mois, d'effectuer les mesures publicitaires relatives requises par les articles L. 21-31-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du bénéficiaire. Comme on a tous les détails, c'est clair et précis, on sait en quoi on s'engage, et donc pareil que tout à l'heure, M. le maire ne peut pas participer au vote et les administrateurs ne peuvent pas participer au vote au débat, les administrateurs ne participent pas au vote. Donc qui est Attends, bon. C'est sur la forme. Hein. Oui, oui, Je m'exprime pas sur le fond. Sur la forme, il faudra modifier le titre de la délibération parce que ça n'est pas une garantie. C'est pour ça que j'ai rectifié les Merci.
derrière. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. J'ai regardé, c'est par rapport à ce que ça avait été fait. Ça a été fait en élection de la 1992. Voilà, parce que je posais la question, là, parce que j'avais la propos, pour savoir qui c'était 92. Ça termine dans 2 ans, c'est ça? Oui, oui. Et là, on pourra augmenter le loyer. Ouais, c'est une opération de marge. Ben non, pendant 2 ans, on va rembourser la l'OPH, pardon. On va rembourser sans pouvoir augmenter le loyer. Ok. Par contre, je peux s'inscrire. Ah oui, c'est un site qui fait comment la culture, la Concom, la charge de la défense. Donc là, je vais vous présenter le rapport sur les actions entreprises à la suite des observations définitives de la Chambre régionale des comptes. Donc ça, c'est selon l'article L243-1 du Code de juridiction financière. On doit présenter dans un délai d'1 an, à compter de la présentation du rapport d'observation définitive, un bilan par rapport à toutes les observations. Donc sur la recommandation 1, qui était le rapport, la présentation du rapport d'activité de la communauté de communes, donc ça a été fait l'année dernière. On attend cette année celui de 2024 qui sera présenté avant le 30 septembre 2025. Sur s'assurer que tous les délégataires de services publics produisent leur rapport, jusqu'à aujourd'hui c'était bon. On va considérer que c'est qu'un décalage pour le centre équestre, donc on l'aura au prochain. Donc tous les rapports qui devaient être présentés l'ont été. Pour en fait tout ce qui avait été délégué et sur lequel le conseil délibérait, donc ça maintenant on procède plus quand les compétences ont été déléguées à M. le maire, donc c'est que sur décision du maire. D'ailleurs, c'était une autre recommandation où il était marqué qu'on devait bien faire étable les décisions du maire dans chaque conseil municipal. Bon, c'était déjà le cas, mais on ne mettait pas dans les PV, donc on l'a rajouté dans les PV. Pour respecter le principe de non-rétroactivité, c'était sur des délégations de signature quand on a commencé le nouveau mandat. Donc, je considère que cette recommandation est à mettre en œuvre lors du prochain renouvellement des assemblées. Pour l'ensemble des annexes, parce que sur certaines présentations budget, des annexes budgétaires étaient manquantes. Donc là, on s'est bien appliqué tous les derniers budgets, toutes les annexes étaient présentes. Alors après, la 7 et la 8, c'est vraiment des techniques comptables pures. Donc le commentaire vaut pour la 7 et la 8. Donc le travail de mise à jour a bien débuté sur le recensement des biens pour l'actif. Cela permet d'effectuer en parallèle un comparatif entre l'actif du comptable public et celui de la collectivité. L'actif du CCAS et la résidence habitat jeune sont à jour. Vous allez me dire que c'était peut-être le plus facile, effectivement. Celui du budget principal de l'eau et de l'assainissement sont en cours de mise à jour, mais c'est un travail considérable. Nous avançons petit à petit, mais nous avançons. Sur le transfert des montants imputés entre le chapitre 23 et 21, ça c'est pareil, c'est un travail de longue haleine. On a clôturé le CCAS et la résidence habitat jeune et on a bien avancé sur le budget principal. Il y a des choses qui sont très anciennes, donc il faut retrouver à quoi correspondent toutes les lignes. Donc on avance. Et enfin, sur les amortissements obligatoires, ça on le fait. Déjà depuis 2016, on fait les amortissements qui sont calculés au droit data temporis. Et bien sûr, la problématique qu'on avait déjà évoquée, c'est qu'avant 2016, en fait, avant 2006, l'État nous présente une masse, c'est un volume, ils sont incapables chez eux de dire, ça, on va dire, c'était le tracteur tondeuse qu'on a acheté. Donc c'est un peu compliqué, on travaille avec le trésorier pour sortir de cette situation, mais pour l'heure, on n'a pas de réponse. La caricature, c'est que sur la même voirie, on peut avoir 3 fois la voirie. Il peut y avoir la voirie de 1960 qui a été faite en 75 et après. Donc après, ça n'engage que moi, ce que je vais dire là. Ce qu'a dit Astrid, c'est qu'on fait correctement l'amortissement sur les nouveaux biens qui rentrent et on gère ça totalement en accord avec la M57, ce qui est rentré. Les vieilleries, on les fera au fur et à mesure et on va pas trop on va pas payer une personne au service comptabilité juste pour remettre des choses à jour que l'État était capable de gérer chez eux. Et quand on voit comment ils gèrent les comptes publics, des fois ça fait un petit peu rire. Cette obligation de transparence qui est normale, mais là on parle de choses qui peuvent dater de pinaillage et de choses qui peuvent dater de 30, 40, 50 ans derrière et qui eux ils sont pas capables de donner en détail. Donc au fur et à mesure on va le sortir. Sur du matériel c'est facile à faire, mais il y a des choses on ne sait pas ce que c'est. Donc
il n'est pas question de payer une personne à temps plein. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être utiles. Le salaire d'une personne beaucoup plus utile que ça. Mais ça par contre, tout ce qui rentre aujourd'hui est fait de manière conforme. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parce que d'après, c'est juste une information que le fonctionnaire allait dire, donc on va vous demander de prendre acte de la communication de ce rapport. Donc on prend. Ok, Mise à jour du plan de formation commun à la commune et au CCAS. Monsieur le maire expose que le plan de formation 2024-2025 a été approuvé lors de la séance du conseil municipal du 26 septembre 2024. Il rappelle que par la réflexion qui s'impose, le plan de formation permet d'améliorer les compétences et l'efficacité de la collectivité, d'anticiper, d'encadrer, d'évaluer les actions de formation dans un objectif d'amélioration continue du service public rendu. Monsieur le maire précise que l'ensemble des formations est soumis à l'examen et à l'approbation de l'autorité territoriale. Il ajoute que les besoins de formation ont été recensés au sein de chaque service et que le plan de formation est commun aux agents de la commune et à ceux du CCAS. Il rappelle que ces formations sont assurées majoritairement par le Centre national de la fonction publique territoriale grâce à la cotisation versée annuellement, conformément à la loi. Quatre objectifs ont guidé la conduite de ce projet: définir un cadre permettant à l'ensemble des agents de satisfaire à leurs obligations statutaires de formation, identifier les besoins de formation les plus pertinents pour favoriser l'accès à la formation des agents dans la collectivité, anticiper les besoins de compétences et donner les moyens d'un service public efficace, tenant compte de l'actualité, l'évolution de l'environnement territorial et des missions assumées au sein de la commune, contribuer à la dynamique du territoire. Les propositions retenues ont été présentées au comité social territorial pour avis sont basées sur 10 stratégies. Gérer les ressources humaines, renforcer les compétences managériales, développer les compétences techniques, accompagner les politiques en direction de la petite enfance et de la jeunesse, agir pour l'environnement, développer les compétences des services supports, accompagner les politiques culturelles, développer des formations relatives à l'hygiène et à la sécurité, conforter les compétences en bureautique et numérique, poursuivre la professionnalisation de l'accueil du public. Monsieur le maire énonce qu'il est nécessaire de procéder à une mise à jour. Le comité social territorial a rendu un avis favorable sur cette mise à jour au cours de sa séance du 20 juin 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Simplement, peut-être pour Astrid, est-ce que les élus pourraient rentrer dans le plan de formation? Non, ça c'est que le plan de formation pour les agents. C'est pas possible d'intégrer des formations d'élus dedans. Parce que vous avez votre DIF. Alors, il y a le CPF, et je pense que la collectivité peut aussi provisionner de l'argent pour la formation. Ça c'est autre chose. Ça, on a un article budgétaire pour la formation des élus. En revanche, vos formations ne peuvent pas être intégrées dans ce plan de formation. Et bon, on verra ça au moment du budget. C'est vrai que je crois que c'est un article qu'on n'utilise pas, celui-là. Parce qu'il y a peu de demandes d'élus aussi derrière. Les formations qu'envoie l'AMF, c'est les élus peuvent. C'est souvent gratuit. Oui, mais effectivement. C'est répété aussi, les élus qui ont accès? Non. Monsieur le maire propose au conseil municipal de prendre acte de la mise à jour du plan de formation 2024-2025 de la commune et du CCAS. Merci, Louis Stéphane. En vote. Délibération numéro 13. Fixation de la rémunération des agents recenseurs dans le cadre du recensement de la population 2026. Monsieur le maire expose que la population de la commune du Leton sera recensée en 2026 par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE. La commune est chargée de l'organisation du recensement sous le contrôle de l'INSEE. Ce recensement aura lieu du 15 janvier au 14 février 2026. Le travail des agents recenseurs débutera en amont par les formations obligatoires et jusqu'au 18 février afin de compléter le recueil des dernières fiches de recensement. Pour cette opération, le territoire communal a été découpé en 11 districts. Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs recrutés par la commune et affectés à cette tâche.
La désignation des agents recenseurs et leurs conditions de rémunération relèvent donc de la seule responsabilité de la commune. Le montant de la rémunération de ces agents est fixé librement par délibération du conseil municipal. Les frais engagés par la commune sont couverts par une indemnité de dédommagement versée par l'INSEE pour le recensement 2026. Pour cette opération, la commune aura recours à 2 catégories d'agents recenseurs. Des agents spécifiquement recrutés pour la période du recensement. Leur rémunération est calculée sur la base du nombre de bulletins et de feuilles collectées avec application des taux suivants. Donc si on prend le tableau, district numéro 13 à 23 sauf le 17, bulletin individuel 1,80 €, feuille de logement 1,20 € et formation par demi-journée 30 €. District numéro 17 comprenant les hameaux, bulletin individuel 1,90 €, feuille de logement 1,20 € et formation par demi-journée 30 € toujours. Les taux plus élevés appliqués à certains districts sont justifiés par les frais d'utilisation de la voiture particulière des agents. Des agents communaux permanents, titulaires ou contractuels, affectés partiellement ou totalement au recensement durant leurs heures de travail pour la période concernée. Ces agents percevront la rémunération habituelle additionnée d'une indemnité complémentaire calculée sur la base du nombre de bulletins et de feuilles collectées avec application des taux suivants. Toujours au tableau, bulletin individuel 50 centimes, feuille de logement 50 centimes et formation par demi-journée 30 €. Il est précisé que les taux sont indiqués en montant brut et que la rémunération induite est soumise aux cotisations du régime général. Les dépenses afférentes seront assurées au moyen des crédits inscrits au chapitre 12 de la section de fonctionnement du budget principal pour l'exercice 2026. C'est les mêmes taux que la fois dernière. Donc, monsieur maire propose au conseil municipal de fixer la rémunération des agents recenseurs recrutés par la commune dans les conditions énoncées ci-avant. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Délibération numéro 4, motion pour le sauvetage de la ligne ferroviaire Tulle-Ussel, Le Mont-d'Or, Clermont-Ferrand. Monsieur le maire expose que, constatant une très forte mobilisation des élus, responsables syndicaux et associatifs, chefs d'entreprise, acteurs du tourisme et de la population pour la réouverture de la ligne Tulle-Ussel, Le Mont-d'Or, Clermont-Ferrand. Considérant que le service public ferroviaire joue un rôle central pour maintenir le droit à mobilité de chaque citoyen et citoyenne de nos territoires délaissés. Considérant notre territoire qui regroupe de nombreux établissements scolaires et qui attire par leur formation proposée de nombreux jeunes. Considérant les besoins en main-d'œuvre de nos entreprises, considérant la nécessité d'offrir aux personnes visitant le territoire deux parcs naturels régionaux une mobilité sûre, économique et décarbonée. Considérant les besoins en fret ferroviaire des activités de nos territoires et des projets des trains innovants comme le TELI. Alors le TELI, c'est un train électrique fabriqué à partir de matériaux recyclables. Considérant les besoins en déplacement peu onéreux et décarbonés de nos populations, considérant que le report modal du fret permettrait aux collectivités territoriales de réaliser de substantielles économies dans l'entretien des routes. Nous demandons instamment que l'État intervienne dès à présent pour le financement des travaux nécessaires à la réouverture complète de cette ligne en fret et en voyagement. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver la présente motion, de transmettre la présente motion à monsieur le préfet de la Corrèze, monsieur le sous-préfet d'arrondissement du Sel, messieurs les sénateurs, monsieur le député de la circonscription de Tulle, monsieur le président du conseil départemental de la Corrèze, monsieur le président de la région Nouvelle-Aquitaine, au comité de vigilance citoyenne du Limousin et à la fédération Injure pour la Ligue Tulle-Ussel, Le Mont-d'Or, Clermont-Ferrand. Voilà. Donc, qui est contre? Merci. Bon, pour clôturer les communications Donc, une façon de faire justice dans le cadre du contentieux Citra, donc,
concernant donc, le chemin là, qui est situé sous les dépôts de bois, où l'association Citra donc, nous a déposé un recours. Voilà. Ensuite, mise à disposition d'intérêt à usage de jardin d'une partie de la parcelle cadastrée, donc AY 142, on l'a pas mis, c'est rue de Novalis. C'est ça, rue de Novalis. Il faut le rajouter. Et puis pour le tennis couvert, donc ça avance bien. Donc on a attribué déjà de l'eau, et puis le reste donc, va s'attribuer sans tarder. On a attribué à l'entreprise SATP à tout ce qui est terrassement, mise en place des longrines, et puis le revêtement qui se fera un peu plus tard, au mois d'octobre-novembre, à une entreprise, voilà, je crois que c'est Auvergne, je crois des bandes, un truc comme ça. Hein? Auvergne Sport, voilà. Voilà, et puis après, on aura des bonnes entreprises pour les autres lots. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Dis-moi. Deux questions. Dis-moi. Pour la AY 142 à usage de jardin, la somme, c'est combien? Ah, je sais pas. Par exemple. Très bien. Et une remarque, si on pouvait faire passer le mot au service de planifier les coupes d'été en dehors des périodes de reproduction des oiseaux, je ne sais pas plus mal. Il y a eu l'été de couper les sites des jardins, faire ça en mai-juin, c'est bon. D'accord. Et ça concerne que les agriculteurs, me semble, pour les. C'est particulier aussi, t'as pas le droit de couper. Ah ouais? Oui, mais on peut pas les tuyaux, les lauriers, comme ça. C'est pas le droit, c'est conseillé. Les agriculteurs, par contre, ça peut jouer sur leur emploi pour la PAC et tout ça. C'est particulier pour faire la personne. Ça va nettoyer les nids alors qu'il y a les bébés dedans. Et tout à fait. J'ai pas dit qu'il fallait guillotiner les oiseaux, mais j'ai dit que. Ah oui, c'est un tueur, mais méfiez-vous de lui. J'ai dit que c'était pas interdit et qu'ils étaient intelligents de le faire intelligemment, mais à un moment, à tout réglementer. Non, mais c'est. Le bon sens, c'est. Ça relève de la loi. On a réparé cette semaine des gouttières de la mairie, parce qu'alors il y avait des sous partout, on avait des seaux un peu partout, dans les pièces. On y est arrivé. J'espère qu'on va essayer de faire une grosse lutte pour vérifier. Mais en progression, on sait que pas de vacances, et puis à demain soir, au marché, et puis on a eu un gros souci au site internet du Saché. Le site stade a été quand même saboté. Donc les barres de fer verticales sont carrément dissoudées. Et donc je suis retourné contre Politique qui sont venus hier. Et donc ils nous changent toutes les grilles et avec l'entretien derrière. Et en plus quand il y a un petit ballon qui tapait contre la grille, ça met en résonance toute la cage. Et c'est infernal. Si on mesure que le son est mis. Voilà, donc on a changé le revêtement et puis je pense qu'on ne va pas l'utiliser jusqu'à ce qu'on ait tout changé avec Politique. Et ça a été saboté, tu vois? Oui, c'est par des coups de ballon en tirant sur les balles. Le portail, il a arraché le portail. Il a arraché le portail. Je crois qu'on va s'acheter. Non, parce que les animations en forêt, c'est des buts d'ensemble, on ne distingue pas les jours. On voit de loin qu'on distingue. Et c'est terrible. Il est aussi bien que nous, là, à Champagnac-la-Noël, figure-toi, il faut un café associatif. Il a été saboté l'année dernière. Il faut aller au temps de tête. À Champagnac-la-Noël. Comment je sais sincèrement, il y a tout. Il ne faut pas que vous détériorez, écrase, j'ai cassé